Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marianne Dubé, je suis conseillère pédagogique dédiée au REL et à l'éducation ouverte à l'Université de Sherbrooke. Je fais partie du comité de coordination du mois de l'éducation ouverte 2026 en collaboration avec Nadia Villeneuve qui est aujourd'hui ici parmi nous et qui va prendre part à la présentation. Alors, au nom du comité d'organisation du mois de l'éducation ouverte, on vous souhaite la bienvenue à la séance d'aujourd'hui, collaboration et partage autour de l'éducation ouverte en bibliothèque. Ce qui distingue le mois de l'éducation ouverte, c'est la programmation qui est collaborative. On a une belle programmation tout au long du mois de mars sur différents sujets qui traitent de l'éducation ouverte ou des REL, puis qui est offerte en collaboration par différents organismes et établissements universitaires francophones. Donc, ça peut être canadien, on a belge, on a aussi français. Donc, on a, quand je dis canadien, c'est aussi Ontario, Québec. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une belle opportunité pour nous, les gens qui travaillons à déployer l'éducation verte dans nos établissements, de se réseauter, se nourrir, aller plus loin. Donc, la session d'aujourd'hui, elle est très en ligne avec la thématique du mois de l'éducation ouverte. On parle de cultiver l'ouverture. Alors, tout ce qui est collaboration, partage, communauté d'intérêt, communauté de pratique, ça prend tout son sens. On est quand même beaucoup aujourd'hui, donc ce que je vous suggère de faire, on va prendre une petite minute dans le clavardage. Inscrivez votre nom, le poste que vous occupez, puis l'établissement auquel vous êtes rattaché. Comme ça, on va pouvoir voir vraiment la collectivité puis la francophonie, comment ça se traduit dans la séance d'aujourd'hui. Merci Lionel d'avoir lancé le bal. Je vais le faire moi aussi. Super. Alors, on a UQAM, Laval, ETS, UQTR, Collecto, Pavillon Rennes, UQAM, Cégep de Sainte-Foy, bonjour l'interordre, bienvenue. Réseau des UQ, Polytechnique, Concordia, bonjour Concordia, Université de Montréal, UDM, Moncton, bonjour Moncton. Là, j'en passe. HEC, Cégep Vanier, bonjour. Concordia, c'est super. On a une belle variété, une belle représentativité aujourd'hui des différents établissements. Donc, je vous souhaite une très belle séance aujourd'hui. N'hésitez pas à vous asseoir confortablement pour pouvoir profiter de la séance avec ouverture. Vous pouvez ajuster votre fenêtre si vous voulez avoir plus d'espace de gauche à droite entre le panneau de clavardage et l'espace. C'est correct, c'est votre interface à vous, ce n'est pas l'interface de la présentation. S'il y a quoi que ce soit, je vais être en support technique dans le clavardage. Et je me permets de mettre le lien vers la programmation du mois de l'éducation ouverte. Si vous voulez vous inscrire aux prochains événements, vous pourrez. Et de ce pas, je prête le micro à Lauriane. Merci beaucoup. Donc, mon nom est Lauriane Gignac. Je suis coordonnatrice au partenariat des bibliothèques universitaires du Québec. Ah là, je n'ai pas fait ma petite mettre en évidence. Ça y est, c'est fait. Donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire le lancement d'une communauté de pratique, là, comme le disait Marianne, sur l'éducation ouverte en bibliothèque. Là, on vous a invité à mettre votre nom, votre poste et votre établissement dans le clavardage, mais si vous avez envie de nous partager là, votre intérêt pour l'éducation ouverte aussi dans le chat, ça va nous faire plaisir. Aussi, je vous invite à attendre si vous avez des questions. On va avoir un moment à la fin pour ça. Vous pouvez aussi les écrire dans le chat. Là. Je sais qu'il y en a que s'ils ne l'écrivent pas tout de suite, ils ne s'en souviendront pas. Donc, vous pouvez l'écrire dans le chat au fur et à mesure, mais on va les prendre là, à la fin quand même. Donc, je vais commencer par vous expliquer un petit peu le programme du jour. Donc, d'abord, je vais faire une petite introduction contexte là, sur comment c'est créé un peu cette communauté pratique-là, comment
Elle est en train de se créer. Ensuite, je vais passer la parole à mes collègues qui vous parleront de la vision pour cette communauté de pratique-là, mais aussi des projets qu'on a fait dans la dernière année. Et finalement, on vous parlera un peu de la logistique de la communauté de pratique. Donc, commençons par qui on est, le contexte. Aujourd'hui, pour présenter, on est les membres de la communauté apprenante en éducation verte du PEBUC. Qu'est-ce que le PEBUC? C'est le partenariat des bibliothèques universitaires du Québec, donc 18 établissements universitaires du Québec et la BNQ qui collaborent ensemble sur différents mandats qui sont transversaux. On parle de sujets variés, technologie, traitement documentaire, gestion des données de recherche, etc. Beaucoup de choses. Et dans la planification stratégique, il y a un axe, l'axe 1 même, qui réfère au soutien à la réussite et à l'éducation ouverte. Et dans cet axe-là, en fait, avec cet axe-là, a été créé le comité éducation ouverte, dans lequel il y a 3 sous-groupes. Donc, il y a le sous-groupe Dépôt Réel qui analyse la possibilité de mutualisation d'un dépôt. Donc, c'est en projet. Il y a le sous-groupe Manuel numérique en libre accès qui vise à répertorier un peu les pratiques d'accompagnement à la création de manuels libres et qui veut un peu faire émerger les pratiques communes. On a au PEBUC une plateforme, l'accès à la plateforme Pressbook qui permet la création et la diffusion de manuels en libre accès. Et finalement, il y a nous, la communauté apprenante, donc un groupe de personnes de différents établissements qui a été mis sur pied pour faire une certaine montée en compétences au niveau de l'éducation ouverte et des REL. Et je vais demander à tous mes collègues de dire un petit bonjour un après les autres. Donc, à vous la parole. Bon, je peux commencer. Bonjour, moi c'est Vanessa Ayotte. Je suis technicienne en documentation à l'ETS. Je travaille principalement sur le soutien à la recherche, puis ça inclut tout ce qui touche l'éducation ouverte et la plateforme Pressbook. Oui, bonjour. Mon nom, c'est José Miguel Escobar et je suis bibliothécaire disciplinaire et aussi en éducation ouverte et réelle, et aussi je collabore aussi avec la Fabrique réelle. Voilà. Bonjour, mon nom c'est Olivia Fernandez Pereda. Je suis bibliothécaire en sciences et génie à Polytechnique. Puis un de mes dossiers, c'est les REL et l'éducation ouverte. Donc, Lauriane, c'est moi. Je laisse la parole à Rachel. Moi, c'est Rachel, bibliothécaire en publication universitaire à l'Université Concordia. Je maintiens puis je développe notre programme de REL, entre autres choses. Bonjour tout le monde, je suis Thiên Cha Hoang, bibliothécaire disciplinaire à l'Université de Montréal. Bonjour, moi c'est Graham Lavender, je suis également bibliothécaire disciplinaire à l'Université de Montréal. Bonjour tout le monde, moi c'est Mélanie Roy, je suis bibliothécaire à l'UQAM, bibliothécaire disciplinaire et j'ai aussi les dossiers d'éducation ouverte dans mon portfolio. Et finalement, bonjour tout le monde, merci d'être présent. Nadia Villeneuve, bibliothécaire responsable de l'éducation ouverte et des REL à l'Université Laval, mais également coordonnatrice de la Fabrique REL. Donc, merci à tous pour ce petit tour. Donc, après un an de travaux, on s'est dit qu'on était prêt à faire évoluer la communauté apprenante en communauté de pratique. Donc, c'est un peu de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Mélanie et Rachel qui vous parleront un peu de la vision pour cette nouvelle communauté de pratique. Désolée. Alors, vision pour la communauté. Nous avons fait un exercice de idéation en décembre et nous sommes questionnés sur ce que nous souhaitons pour cette communauté en sachant que ça va bien évoluer avec nous puis vous autres aussi.
Alors, à qui parle-t-on? On parle au personnel des bibliothèques d'enseignement supérieur, puisque le public qui nous réunissent, on s'adresse principalement au personnel des bibliothèques. Les conversations visent les pratiques en bibliothèque, le rôle que le personnel des bibliothèques peut jouer pour participer et faire évoluer l'éducation ouverte dans nos établissements. Aussi bienvenus sont les bibliothèques au collégial, les techniciens et les spécialistes en moyens et techniques d'enseignement. Sentez-vous les bienvenus ici, que vous soyez déjà spécialiste des REL et de l'éducation ouverte, que vous ayez été impliqué dans un ou quelques projets ou que vous soyez simplement curieux ou curieuse. Et là, je passe la parole à Mélanie. Rebonjour. Donc, comme Rachel vous le disait, en décembre dernier, on a fait une séance d'idéation après s'être rencontrés depuis un an, quasiment à tous les mois. Donc là, on a réorganisé ces idées-là et je vais vous présenter un peu de quoi on a l'intention de vous parler en espérant que ça vous donne le goût de vous impliquer. Donc, on va évidemment parler d'éducation ouverte. On va s'intéresser principalement à la recherche, au partage, à la co-création, à l'accompagnement et à la diffusion de ressources qui permettent une adaptation, comme des REL. Ceci dit, on va également encourager la création d'autres ressources accessibles gratuitement en ligne, ce qu'on peut appeler aussi les REN, R-E-N. Donc, je vous fais une brève distinction entre les deux. Alors, une REL, c'est diffusé avec une licence qui permet nécessairement sa modification ou son adaptation, alors qu'une REN, R-E-N, c'est une ressource éducative numérique qui n'est pas nécessairement possible de modifier, en tout cas pas sans obtenir l'autorisation. Donc, ça correspond un peu plus au concept du libre accès. Donc, parfois, ce n'est pas possible de faire des REL, donc on encourage la création de REN. On va parler également de pratiques professionnelles en bibliothèque collégiale et universitaire, en visant une amélioration continue de nos pratiques, en mettant en commun nos apprentissages, nos expériences, bref, en apprenant les uns des autres. Et tout ça, on va le faire dans l'intérêt des personnes professionnelles, des personnes enseignantes et des personnes étudiantes, donc de tout notre écosystème. Donc, nos objectifs, nous en avons dégagé 3, informer et partager, rallier et co-créer. Je vais vous les décrire un petit peu davantage. Alors, le premier, informer et partager. Je vous parle d'abord de connaissances. Donc, on veut partager nos connaissances en s'entendant et communiquant des notions clés. Ça veut dire s'entendre sur un vocabulaire, c'est quoi des licences, c'est quoi des REL, c'est quoi des REN, l'éducation ouverte, la pédagogie ouverte, par exemple. On veut outiller nos collègues avec différentes ressources. Puis, on veut répondre aux besoins du groupe ensemble en réalisant divers projets dont on va vous en présenter quelques-uns dans quelques minutes. On veut également partager des façons de faire. Par où commencer quand on a un projet de REL qui atterrit sur notre bureau? C'est quoi les étapes? C'est quoi les bonnes pratiques? Les ressources d'accompagnement? On ne souhaite évidemment pas réinventer la roue et recréer toutes sortes d'outils. Si les bonnes ressources existent déjà, bien, on va les promouvoir, les valoriser, évidemment. On veut parler aussi de communication. Comment communiquer nos projets. On veut partager des trucs sur comment mieux discuter des projets d'éducation ouverte avec nos collègues, nos directions, nos réseaux. On veut évidemment partager nos expériences, nos bons, nos moins bons coups. Ça arrive qu'on se trompe, ça fait partie du processus, puis par le fait même, bien, on veut valoriser les expérimentations. Ensuite, rallier. On souhaite rallier, unir nos forces en travaillant ensemble. Donc, on se dit qu'on va faire rayonner l'éducation ouverte à plus grande échelle grâce à notre action collective. Hier, dans la présentation d'Olivia et Marianne, quelques personnes étaient là. Vous avez dit que l'idée de convaincre, c'était peut-être pas la meilleure stratégie. Donc, on se dit plutôt qu'on vise à avoir un effet d'entraînement en mettant en valeur le travail qu'on va accomplir, qui a déjà été accompli et qu'on veut accomplir.
On veut aussi repenser et revoir nos façons de faire, donc revisiter certaines pratiques professionnelles pour les aligner davantage avec des principes d'éducation ouverte. Avec un exemple simple de pratique professionnelle à améliorer serait de prendre l'habitude, quand c'est possible, de partager du matériel avec des licences ouvertes. Et le dernier, co-créer. Alors, on vise à co-créer ensemble et à favoriser des habitudes d'ouverture, donc intégrer des réflexes de partage, un peu ce que je vous disais à la diapo précédente. On souhaite aussi être attentif et attentive aux opportunités, donc développer des réflexes, en être capable, en venir à être capable de repérer des moments propices pour lancer ou proposer des projets d'éducation ouverte dans nos milieux. Et dans l'esprit de l'éducation ouverte aussi, développer des réflexes pour coopérer avec nos collègues qui sont impliqués dans des dossiers connexes. Je pense notamment à nos collègues bibliothécaires là, ou techniciens et techniciennes qui s'intéressent davantage peut-être aux compétences informationnelles, à la recherche, au libre accès, aux droits d'auteur, donc apprendre à travailler ensemble. Et puis, finalement, co-créer pour répondre à des besoins ensemble, donc en créant différents projets qu'on ne serait peut-être pas capable de faire chacun de notre côté, chacun dans nos institutions, parce que souvent, on est une seule personne à travailler sur les dossiers d'éducation ouverte. Donc, en travaillant en équipe avec des bibliothécaires, techniciens et techniciennes d'autres institutions, on va réussir à créer des projets qu'on va pouvoir réutiliser ensuite dans nos propres institutions. Donc, j'essaie de mettre maintenant la parole à ma collègue Nadia qui va vous présenter un de ces fameux projets. Merci, Mélanie. Donc, notre premier projet parle de la propriété intellectuelle. Les membres, donc Élisane Basque, moi, Tiensa, Rachel et Miguel. Ce projet est un projet qui a été complété, donc on a un produit maintenant qui est disponible. C'est parti d'un désir d'exercer un leadership et de partager le matériel produit dans le cadre de notre travail, évidemment en lui apposant une licence Creative Commons pour que ça bénéficie au plus grand nombre. Cette pratique-là, vous le savez, c'est aligné avec nos valeurs fondamentales qui représentent notre profession. Donc, c'est sûr que quand on a débuté notre réflexion, on s'est aperçu que la propriété intellectuelle était différente selon l'établissement. Qu'on parle de personnes qui sont sous contrat, des personnes qui ont l'autorité sur leur matériel. Alors, il fallait tenir compte de tout ça. Évidemment, l'éducation et la science ouverte, ce sont des pratiques reconnues. Donc, il faut se faire valoir et donc partager ce qu'on produit. On a voulu donc faire des lignes directrices et des bonnes pratiques pour accompagner nos collègues pour leur démarche d'apposer une licence sur leur matériel et réutiliser également du matériel déjà existant. Alors, notre document donc, propose un peu étape par étape des choses à vérifier sur comment en venir à avoir l'autorisation d'apposer une licence Creative Commons. Et nous nous sommes engagés, dans le fond, à suggérer l'utilisation de la licence Creative Commons CC BY. Creative Commons, on le sait, qui est la licence la plus connue, mais évidemment, il y en existe d'autres. Je laisse la parole à Rachel. Merci. Le lien vers ce document-là est dans le clavardage grâce à Gram. Et juste pour ajouter que le document serait traduit en anglais pour bénéficier ceux au cégep et universités anglophones du Québec ainsi que la communauté de l'éducation ouverte plus large. Et je laisse la parole à Vanessa. Bonjour tout le monde. Donc, pour un autre projet qu'on a fait, c'était vraiment l'idée on voulait recenser des ressources à un endroit. Donc, on a fait un guide à cet effet. Les objectifs vraiment du projet, c'était de faire un état des lieux des outils qui existaient pour la création, la réutilisation de REL, mais aussi de REN. De faire ressortir là-dedans les outils qui étaient les plus pertinents pour le personnel en bibliothèque, d'avoir un endroit où on pouvait déposer les projets de la communauté apprenante. Donc, on a décidé de faire
un guide, utiliser la plateforme LibGuide. C'était déjà fourni par le public. C'est une plateforme que la plupart des bibliothèques connaissent bien, qui est facile d'utilisation. Je vois que Graham vous a mis le lien dans le chat. Merci beaucoup. Puis aussi un code QR si vous voulez aller le voir. Dans le fond, l'idée, c'est que tous les projets que la communauté va créer vont se retrouver sur ce guide-là. Pour ce qui est de la partie recensement des ressources, dans le fond, c'est vraiment un travail en continu qui est terminé pour l'instant, mais évidemment, vos commentaires sont la bienvenue. Si vous voyez des ressources qui sont manquantes et qui sont des incontournables à vos yeux, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça va nous faire plaisir de les ajouter. Faire une sélection, c'est toujours un peu subjectif, donc les commentaires sont très appréciés. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce recensement-là? Dans le fond, on a des guides d'université. Il y a déjà plusieurs universités qui ont leur propre guide. C'est toujours intéressant de pouvoir se comparer à nos collègues, voir et s'en inspirer. On a des formations, des webinaires, autant pour l'auto-formation que pour vous aider à créer vos propres formations dans vos établissements. Des exemples de techniques promotionnelles pour les REL. Différentes ressources concernant l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité pour vous aider à considérer ces éléments-là, ces enjeux-là quand vous créez des ressources. Différents outils pour trouver, diffuser, faire la création, utiliser. Puis aussi des études de cas sur l'implantation d'offres de services en éducation ouverte qui sont toujours très pertinentes quand on veut mettre en place ce type de service-là dans nos établissements. Puis je vais céder la parole à Miguel et Olivia. Merci. Oui, bonjour. On va dire que nous, notre projet était vraiment en fonction de la compatibilité entre les licences et les membres qui ont participé. C'est vraiment Olivia Fernandez-Pereda, moi-même, Rachel Harris et aussi Vanessa Ayotte. L'objectif du projet était vraiment d'accompagner les personnes dans le choix d'une licence adaptée et ce pour des projets réels. Réels, on parle de ressources éducatives libres et qui combinent du code informatique ou soit d'autres formats. Et puis pour répondre à cet objectif, nous avons entrepris une démarche et ça en 3 volets. C'est-à-dire, le premier était vraiment de faire un état des lieux des licences ouvertes existantes. Deuxièmement, c'était vraiment de faire, je dirais, c'était beaucoup plus d'identifier les licences ouvertes les plus pertinentes. Et finalement aussi, c'est d'explorer, mais aussi d'analyser la compatibilité entre les licences ouvertes. Toutes ces actions ont pour but vraiment de répondre à une problématique qu'Olivia va vous expliquer. Oui, merci. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Polytechnique Montréal, nous sommes une université en génie. Donc, nos profs utilisent vraiment beaucoup le code, puis ils font beaucoup de ressources sur GitHub. Donc, il y a en ce moment différentes plateformes où on peut créer du contenu à l'intérieur de GitHub avec du code, mais que ce contenu, on peut le visualiser, comme vous voyez dans la photo, sur une plateforme qui s'appelle, par exemple, c'est un exemple qu'on vous montre, c'est Mist ou Jupyter Notebook. Donc, ça veut dire que ce professeur avait du contenu, le même contenu avec du code, puis le même contenu avec du texte brut, on va dire. Puis, on peut aussi télécharger un PDF sur cette plateforme. Donc, moi, je me posais la question, est-ce que ça serait important que les licences pour le code qu'on veut mettre sur GitHub soient compatibles avec la licence qu'on veut mettre sur le texte qui est sur Mist, sur Jupyter Notebook? Donc, c'est de là que j'ai posé la question à mes collègues de la communauté apprenante. Puis, on s'est dit, on peut faire un projet pour répondre à cette question. Merci beaucoup. Et lorsqu'on parle de licence ouverte, c'est qu'il y a quand même, c'est les licences Creative Commons qui sont les plus utilisées, et ce, au niveau de la création de réels. Et ces types de licences-là,
il se base sur 4 logos, c'est-à-dire vous avez le BAI, vous avez le SA, vous avez le NC, le ND. Autrement dit, ici, c'est le BAI. Autrement dit, le BAI permet lorsque nous utilisons une œuvre qui est sous Creative Commons, ça permet vraiment à créditer l'auteur. Vous avez aussi le SA, qui permet, dans le fond, d'utiliser une œuvre, c'est sous licence Creative Commons, mais par contre aussi en gardant toujours la même licence d'origine ou soit aussi une licence compatible. Le NC veut dire aussi qu'on peut utiliser l'œuvre, mais par contre, à des fins non commerciales. Et finalement aussi le ND, autrement dit, c'est le ND que oui, en tant que tel, que je peux utiliser l'œuvre, mais par contre, je ne peux pas le modifier. Dans le fond, ici, ces 4 logos vont créer ici vraiment les 6 licences, autrement dit, les 6 licences de Creative Commons. On peut voir ici que le tableau qui était fait par la Fabrique Réelle, qui est très bien fait, c'est qu'on peut voir ici comme les 4 premières licences, autrement dit, d'en haut, c'est qu'on peut voir aussi le degré d'ouverture, c'est-à-dire le CBAI est très ouvert, puis avec ça, de plus en plus, et plus on va par en bas, c'est que la licence a devenu de plus en plus restrictive. Dans le cas d'une réelle, on parle vraiment des 4 premières qui permettent vraiment d'adapter, mais aussi de modifier le contenu. Autrement dit, ici, qu'on parle vraiment, c'est de licences Creative Commons, mais par contre, aussi qu'on s'est aperçu que les licences Creative Commons, lorsque nous, on veut intégrer d'autres éléments, par exemple du code informatique, ce n'est pas vraiment adapté, et ça, c'est pour inclure, mettons, c'est la programmation. Et c'est pour cela aussi qu'on a commencé aussi à explorer aussi, c'est les licences open source que Olivia va nous expliquer. Oui, merci. Donc, en fait, effectivement, les licences Creative Commons ne sont pas du tout recommandées pour le code. Pour le code, ils ont déjà créé 200 licences. J'avais fait ma petite recension de licences avant de commencer le projet avec mes collègues, puis il y en a beaucoup, beaucoup. Puis, on a beaucoup de profs à Poly qui utilisent certaines d'entre elles parce que GitHub permet d'aller choisir une licence. Par contre, si on voit ici dans le petit graphique que j'ai créé en adaptant ce que la Fabrique Réelle a fait, je voulais un peu faire la même chose pour les licences du code. On voit que les licences pour le code sont assez ouvertes quand même. On a pris les plus ouvertes parce que c'est les plus conseillées, on va dire, pour les REL. Donc, ça doit être vraiment assez adapté, assez adaptable pour que ça soit une REL, puis pour que ça soit compatible avec les licences Creative Commons. Donc, il nous reste un peu à finaliser notre projet. On n'a pas fini complètement, mais on voudrait pouvoir avoir un visuel qui va ressembler à ça pour mettre de l'avant au moins 4 licences les plus ouvertes, puis conseiller à nos profs en se basant sur ce qu'on a pu faire dans notre projet. Donc, ce n'est pas encore fini. On est encore en train de le faire, puis on va pouvoir partager ça sur notre Live Guide. Donc, vous aurez toutes et tous accès à ça. Merci. Merci, Olivia. Le dernier projet qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la liste de compétences clés, un peu comme un référentiel de compétences qu'on veut développer. Les membres du projet sont Graham, moi, Mélanie, Lauriane et Tiensa. Ce projet est en cours de réalisation et émane, dans le fond, d'une discussion qui a émergé sur l'exercice qui a été fait par les personnes conseillères pédagogiques à l'Université de Sherbrooke. Ils ont fait le même exercice et établi un référentiel de compétences, si on veut, un peu plus officiel. Et en discutant avec les collègues, on s'est dit que cet exercice-là serait bien pour les personnes travaillant en bibliothèque.
Alors, c'est pour fournir au personnel de bibliothèque une base de connaissances qui met tout le monde au même niveau par rapport à l'éducation et au REL. Les différents référentiels qui existent ont été analysés pour être la base de notre exercice. Et évidemment, un référentiel faisait un peu plus consensus, celui de la BRC. Alors, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est d'identifier les éléments qui peuvent correspondre un peu plus aux connaissances de l'éducation ouverte et des REL. Alors, on est en train vraiment là, de faire cette répartition d'analyse et également de voir comment on va présenter cette liste de compétences clés sous forme de tableau, sous forme d'ajout à l'élément du référentiel de la BRC. C'est ce qu'on doit déterminer pour la suite des choses, mais on croit sincèrement que ça va apporter des connaissances importantes par rapport à qu'est-ce qu'on fait habituellement, mais qui est relié ou non, selon le cas, là, à l'éducation ouverte et au REL. Alors, je laisse maintenant la parole à Olivia, je crois. Oui, c'est moi, j'avais oublié que c'était mon tour. Merci Nadia. Donc, on vous a présenté notre cas de projet, puis là, on arrive au point numéro 4, qui est la logistique de la communauté de pratique. Donc là, on est en transformation. Comme on vous a mentionné, on était la communauté apprenante, puis là, on devient la communauté de pratique. Donc, on a établi pour l'instant que les rencontres vont être toutes les 6 semaines, le mercredi de 10h30 à midi. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Les prochaines rencontres seront le 1er avril, le 13 mai, 23 juin, 5 août. Après, on va peut-être changer ces journées-là dépendamment des personnes qui vont vouloir y participer. Donc, on a aussi créé un formulaire qui a créé Lauriane. Donc, vous pouvez scanner avec votre sel puis remplir le petit formulaire si vous voulez participer à la communauté de pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? On va essayer de faire des ordres du jour où on va pouvoir mettre peut-être une thématique. On ne sait pas encore trop bien comment on va le faire. Ça va être moi puis Mélanie qu'on va animer la communauté pour commencer. Peut-être après, il y aura d'autres personnes qui ont le goût de le faire. Pour moi, ça va être la première fois, donc ça va être quelque chose de nouveau. Donc, je suis vraiment excitée pour ça et enthousiaste de vous avoir toutes et tous là-dedans. Donc, j'espère aussi voir les cégeps, des gens des cégeps qui vont être là avec nous parce que je sais que vous avez d'autres problématiques un peu différentes aux universités. Donc, tout ça qui est le partage de situations, d'expériences, de connaissances, ça va nous faire vraiment du bien à tout le monde pour pouvoir avancer dans l'éducation ouverte. Et maintenant, je pense qu'on a quelques petites questions. Oui, bien, on peut. Oui, ça, tu peux peut-être arrêter le partage pour qu'on se voit tous et toutes. On voit Olivia. Donc, juste pour clarifier, Olivia a présenté, a dit qu'on allait se rencontrer une fois aux 6 semaines. Évidemment que s'il y a des projets, il va y avoir, on va continuer à créer des projets. Donc, il y a des petites équipes qui se créent et là, tout le monde est autonome. Les petites équipes sont autonomes pour se rencontrer et faire avancer les projets chacun de leur côté. Puis, les rencontres en grand groupe, c'est plus des mises en commun. Puis comme Olivia le disait, on va essayer d'avoir des thématiques pour chacune des rencontres. Attendez un petit peu là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec mon affichage. C'est pas grave. On va poursuivre. Donc, il nous reste encore... Est-ce qu'on veut savoir s'il y a des questions, commentaires des gens avant de... Oui, c'est ça. Donc, pour le reste, là, ça va être, on va prendre les questions, puis peut-être avoir quelques sujets de discussion si vous avez déjà envie de discuter de projets d'éducation ouverte. On va poursuivre l'enregistrement. On pourra l'arrêter si on voit que personne se propose pour discuter. Puis, vous pouvez aussi utiliser le clavardage pour échanger avec nous. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous venez de voir, soit par rapport
au projet, à la mission ou à la logistique de la communauté de pratique à laquelle on vous propose de vous joindre. Aline. Oui, Bonjour. désolée, bonjour. Je ne me suis pas présentée tantôt parce que j'étais en train de me diriger vers l'université parce que j'avais plus d'électricité à la maison. Donc, je vous ai épargné mon épopée dehors. Et je voulais juste dire que ça tombait vraiment à point nommé, dans le sens que cette année, je vais accompagner une professeure qui s'embarque dans l'aventure REL. Et donc, s'il y a une communauté de pratique avec des personnes qui font aussi cet accompagnement, qui ont déjà fait cet accompagnement, qui font cet accompagnement pour la première fois, ben, ça me fera plaisir de pouvoir discuter des embûches et autres même réussites là, concernant ce type d'accompagnement, jusqu'où vous allez, quand est-ce que vous vous retirez, etc. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus merci d'exister, quoi. Ben, Merci à toi. Ah, c'est très intéressant. La Fabrique REL a plein de documentation pour le suivi du projet. Donc, tu pourras aller voir tout ça que la Fabrique Oui, c'est REL. ça. J'ai vu tout le guide, là. J'ai Oui. été un peu surprise la première fois. Ah oui, ils ont vraiment fait Mais beaucoup de choses. maintenant, c'est clair. C'est assez clair, là. Mais bref. OK, voilà. super. Donc, on va être là pour t'aiguiller et t'aider. Puis, ça va être vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. D'autres personnes qui voudraient nous partager, qui vont faire des rêves bientôt ou qui ont envie de les faire? Il y en a-tu qui en font qui accompagnent du monde pour faire des rêves? Parce que moi, un des enjeux que je me pose comme question, enfin, une des questions que je me pose, c'est le choix des plateformes, etc., pour pouvoir publier. Nous, on sait qu'on n'a pas d'offre de service encore à l'UQTR, là, par rapport au REL comme tel, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accompagner. Et éventuellement, ça va servir de projet pilote pour éventuellement définir une offre de service. Donc, c'est vraiment comme un premier pas qui va peut-être amener à un second pas, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, moi, il y a cette question-là qui se pose un petit peu. Parce que ça a l'air d'être le contenu, c'est pas si compliqué que ça. C'est plus eux qui s'en occupent du contenu, c'est plus les professeurs et son équipe. Mais pour ce qui est de l'accompagnement, diffusion, repérabilité, c'est pas mal là où j'ai un rôle à jouer. Moi, j'avais vraiment identifié Facebook et son service un petit peu clé en main. Je voulais savoir s'il y en avait qui l'avaient utilisé ou vous aviez tous un abonnement institutionnel, je sais pas. Miguel. Oui, bonjour. Ben, je suis Miguel Escobar de l'Université de Sherbrooke. Puis avec ça, que je voulais quand même rebondir par rapport à ce qu'Aline vient de dire. Bon, on va dire comme nous à Sherbrooke, dans le fond, c'est que je travaille, c'est avec une super conseillère pédagogique et qui s'appelle Marianne Dubé. Puis, et vraiment, c'est comme là, actuellement, ce qu'on est en train, c'est de définir aussi un peu plus ses rôles, mais aussi, autrement dit, aussi, c'est l'offre de service. Et aussi, je dirais que depuis décembre dernier, c'est qu'on a commencé à jouer avec Facebook et dans lequel, là aussi, qu'on est en train aussi, c'est de voir qu'est-ce que nous, on peut offrir aussi à la communauté. Et juste quand même pour vous mentionner, c'est que, en tout cas, ici à Sherbrooke, que je trouve c'est qu'il ne faut pas rester tout seul au sens comme dans le fond, c'est qu'il faut quand même collaborer avec d'autres services, mais aussi avec d'autres professionnels. Par exemple, moi ici, comme à Sherbrooke, oui, que je suis très chanceux parce que j'ai Marianne Dubé qui est vraiment la conseillère pédagogique, puis c'est comme, c'est là qu'on travaille vraiment en duo, là. C'est là ensemble, là. C'est là qu'on vraiment une équipe, là. Et je pense, et je pense que
ça va être ça qui va faire en sorte aussi que dans les autres universités, c'est cette chimie-là, cet esprit de collaboration. Ça va faire en sorte à ce que les réels vont aller encore plus loin. Et surtout aussi que le fait aussi que Pressbook est arrivé, je pense aussi que c'est vraiment une ressource comme, dans le fond, comme ici à Sherbrooke, il y a beaucoup de professeurs qui veulent faire des réels et ça à partir de Pressbook, là, mais je sais pas dire que je ne sais pas, dans le fond, pour les autres universités, comment c'est l'intégration de Pressbook, là, mais en tout cas, ici à Sherbrooke, je pense que ça va être un très bon élément et ça, c'est pour faire briller un peu plus cette philosophie des réels. Mais c'est un abonnement institutionnel ou bien c'est avec le service Euh, délégué à Pressbook? Parce qu'il y a différents comme formats de plans. Puis là, je rentre peut-être dans une technicalité dans laquelle on ne voulait pas rentrer aujourd'hui. Je ne sais pas, il faut juste m'arrêter si Ben, c'est trop Oui, technique. Alice, Oui, je peut-être peux peut-être Lauriane, vas-y. répondre, ouais, je peux peut-être répondre à ça. En fait, au partenariat des bibliothèques universitaires, on a une instance qui est une instance de réseau. Donc, on a une instance PBUC dans laquelle il y a des petites boîtes pour chaque université qui en ont fait la demande. Donc, à chaque année, ben, là, c'était la première année. Avant, à l'ETS, il y avait le projet pilote. Donc, plusieurs universités avaient participé sur le Pressbook de l'ETS. Mais à l'automne, le projet a migré là, vers le partenariat. Puis, dans le fond, l'été passé, il y a eu une demande aux directions pour savoir combien de livres. Parce que, tu sais, ça fonctionne sous forme d'hébergement. Donc, c'est un abonnement d'hébergement. Donc, combien de livres chaque université voulait acheter, dans le fond, voulait héberger. Donc, certaines universités ont pris des livres. Puis à ce moment-là, ben, ils ont eu un bassin de livres. Là. Certaines en ont pris juste une pour essayer, faire des tests. D'autres en avaient beaucoup plus. Là, on pense à l'Université de Sherbrooke qui ont beaucoup de livres, l'Université Laval. Puis l'ETS sont 3 universités qui ont quand même beaucoup de livres comparé aux autres, en tout cas, sur l'instance PBUC. Mais si jamais l'UQTR a des besoins, ben, à ce moment-là, j'imagine vers le mois de juin, là, on va refaire un appel à tous pour savoir combien de livres on veut pour l'année. Fait que c'est peut-être un moment de demander aux directions est-ce qu'on peut avoir un livre, 2 livres ou peu importe selon ce que vous pensez. Parfait, merci. Puis Aline, si jamais tu es intéressée à voir la plateforme, ça a l'air de quoi on peut s'appeler ou je peux te donner un accès pour que tu puisses faire des tests aussi à ce niveau-là. Ah ben oui, volontiers, je veux bien. Et aussi, Aline, on a une instance locale à Concordia, puis je fais beaucoup d'accompagnement. Alors, si jamais tu aimerais une autre personne pour discuter, tu pourrais me donner un courriel, un email. Merci encore. OK, je vais Moi noter aussi, les noms. moi aussi. OK. Dans le clavardage de la conversation, ils ont partagé l'offre de service pour les REL qui a déjà créé l'Université de Montréal. Donc, tu pourras aller voir ça aussi. Nous, à Polytechnique, on va sortir notre offre de service en automne, mais on n'y va pas avec Pressbook. En général, on va avec des plateformes plus ouvertes parce que nos profs utilisent plus Jupyter Notebook puis d'autres choses qui sont vraiment en ligne. Donc, j'imagine qu'on va parler de ça aussi dans la communauté de pratique, donc d'autres possibilités. Dans le clavardage, il y a Isabelle Laplante. Mais merci Marie-Hélène pour d'abord pour tes partages. Puis oui, l'offre de service de l'Université de Montréal, super intéressante. Je suis comme toi, Aline, moi aussi, j'avais juste un projet une fois de temps en temps à l'UQAM. C'est long avant de bâtir une offre de service là, officielle dans nos institutions. Mais moi, j'ai l'impression que Pressbook, ça va marquer un certain tournant là, en ayant une plateforme au niveau de la promotion, de la visibilité des REL auprès de la communauté enseignante. Moi, j'en entends parler un peu plus là, de projets. Le but, c'est pas juste en fait d'être pour c'est une REL qui s'adresse au-delà des frontières de l'université aux communautaires. Donc l'idée, c'est vraiment de traverser les frontières de l'université pour se diriger vers des praticiens qui n'ont pas accès
aux ressources universitaires parce que pour les raisons qu'on comprend. Là. Et fait que c'est vraiment l'idée d'ouvrir l'université un peu plus au-delà même de la salle de classe. C'est pour ça aussi on cherche une plateforme qui pourrait être réutilisée facilement à l'extérieur de l'université. Est-ce que Pressbook ne il me semble pas, ça y aurait pas. C'est ouvert. C'est accessible à tous. Ok, ça. Oui. Je me suis dit, oh mon Dieu, si c'est. Pendant un instant, j'ai comme eu une peur, comme quoi il fallait être inscrit à l'université pour pouvoir y accéder, ce qui était comme antinomique. Mais. Non, c'est pas caché dans Moodle. Non, c'est ça. J'ai dit, non, c'est une peur irrationnelle. En fait, il faut avoir un compte pour faire la création, mais pour lire, diffuser, il n'y a pas besoin de rien. C'est une diffusion en libre accès. Voilà, après, on peut utiliser différentes licences. C'est pas parce que tu es dans Pressbook que tu es une réelle. Donc, la possibilité de reprendre, modifier n'est pas obligatoire. On aime ça dire réel, c'est mieux, mais des fois, on n'est pas prêt à... Les professeurs ne sont pas prêts à aller jusque-là. Mais Pressbook offre aussi des licences qui sont plus libres en diffusion, mais qu'il y aurait une restriction au niveau de la modification, par exemple. Je regardais tout ça. Mais aussi pour la découvrabilité au milieu communautaire, il y a d'autres projets qu'on pourrait partager, par exemple, projet collectif. Ils font, c'est plus intéressant pour la découvrabilité. Donc, tu peux avoir ton manuel sur Pressbook, puis après faire, par exemple, une petite note sur projet collectif, puis ça va être plus proche de la communauté, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires. Donc, à Poly aussi, on se pose beaucoup de questions sur comment arriver au plus ample public qui est tout le monde, en fait. Donc, beaucoup de choses à partager dans la communauté de pratique. Parfait, ça. Ouais. Je me pose si le thème de découvrabilité serait quelque chose d'intéressant comme note d'agenda ou un thème pour une de nos communautés de pratique. Oui, parce que j'avoue que c'est quand même l'argument qui fait mouche, en tout cas auprès des personnes qui ici à l'UQTR, sont intéressées par la création de REL. La création ou la modification, utilisation. Mais ouais, c'est quand je parle de quand je leur parle de découvrabilité, là, c'est comme ouais, on pourrait venir. C'est là qu'ils voient le potentiel vraiment, mais il faut que je puisse tenir la promesse en arrière-plan. J'aimerais peut-être revenir sur la proposition d'Isabelle Laplante dans le clavardage parce que la communauté et partager les expertises, c'est quelque chose qu'on avait discuté de faire un genre de bottin pour justement avoir des personnes ressources de référence à contacter en cas de besoin parce que bon, le principe c'est d'être ouvert, donc peu importe qu'on soit à Sherbrooke, à Concordia, mais si on a une question, il ne faut pas hésiter à s'adresser à quelqu'un d'un autre établissement, que ce soit collégial ou universitaire. Donc, ça avait été discuté, puis c'est probable que ça soit dans les cartons là, de notre... des entre-temps, la communauté de pratique peut servir à ça aussi. On peut poser une question à n'importe quel moment, puis les autres vont répondre. Fait que tu peux t'adresser à un auditoire large avec la communauté de pratique pour rejoindre les gens. Oui. Mais là, l'idée, c'est que le PBUC, finalement, entre guillemets, offre la possibilité d'avoir un accès à Pressbook, à une plateforme. Est-ce qu'il y a aussi une plateforme de découvrabilité qui va être centrale où on dit juste vous produisez avec Pressbook, par exemple, ou autre, là? Il y a aussi un catalogue. Dans le fond, il y a deux choses. Là. Pressbook a un catalogue de toutes les publications qui ont été faites sur Pressbook, donc un catalogue général avec des publications de partout dans le monde, mais on a aussi un catalogue local de ce qui est publié dans le Pressbook là, du partenariat des bibliothèques universitaires du Québec. Mais la vocation du groupe au niveau du PBUC, c'est... Est-ce qu'on peut la rappeler? Parce que je suis un peu
Ou pour la communauté de pratique, tu veux dire? Oui. Ben, En fait, oui, mais même le groupe de travail en arrière de la... Est-ce que c'est juste une communauté de pratique ou s'il y a comme aussi un groupe de personnes plus restreint qui vise à comme... En fait, il y a plusieurs instances. Comme j'expliquais un peu au début, on a un comité éducation ouverte. Donc, c'est un comité plus général, plus au niveau stratégique, qui discute de ça. Sinon, il y a comme 3 autres instances en dessous. Ben, en dessous, à côté. Là, il y a le sous-groupe DEPO-REL qui examine particulièrement les besoins en mutualisation de dépôts REL. Donc, ça, c'est en cours, là, mais ça ne sera pas tout de suite qu'il va y avoir des développements. Il y a un sous-groupe particulier pour les manuels numériques en libre accès. Ça, c'est un sous-groupe de travail qui est réservé, je dirais, là, pour les membres du PBUC. Pour les gens qui auraient des projets, là, mais si l'UQTR veut participer à ce comité, il n'y a aucune problématique. Puis là, il y avait la communauté apprenante qui évolue en communauté de pratique. Puis cette communauté de pratique-là, c'est celle-là qui est élargie. Mais elle ne parle pas seulement des manuels en libre accès, elle peut parler de n'importe quelle ressource éducative ouverte. Là, ça pourrait être n'importe quoi, pas juste un livre, par exemple. Il faut y aller, c'est vraiment une discussion large sur l'éducation ouverte, là, qui n'est pas spécifique à l'utilisation de Facebook, par exemple. Là, on peut avoir des discussions bien, bien plus larges que ça. Là. Je ne sais pas si, Aline, ça te précise. Oui, c'est beaucoup plus clair. Je m'excuse d'avoir manqué ça si vous l'avez, j'imagine, présenté. Que quelqu'un d'autre aurait une idée de projet ou un besoin en ce moment qui expérimente là, dans sa pratique, puis qui voit que la communauté de pratique pourrait être un lieu pour échanger avec d'autres professionnels. D'autres personnes qui ont appris hier, avant-hier, qui avaient des projets à accompagner à la Fabrique REL. Oui, effectivement, on a quelques projets cette année, même plusieurs qui ont été informés de la bonne nouvelle. Alors, si vous n'avez pas déjà été contacté comme personne accompagnatrice des bibliothèques, vous le saurez peut-être bientôt. Karine pose une question. Pour le dépôt, c'est Lauriane, je te laisserai répondre. Pour le dépôt, est-ce que vous avez choisi votre outil? Pas du tout. En fait, il n'y a même pas. Dans le fond, on est en train de faire la preuve de concept de savoir est-ce qu'on a besoin d'un dépôt ou pas. Fait que un dépôt qui serait mutualisé. Donc, on est plus à cette étape-là. Là. Puis, il va y avoir sous peu, je sais, un sondage qui va être diffusé auprès des directions. Puis, en fait, on est encore en réflexion. Puis, il faut savoir qu'on a des besoins en dépôt réels, mais il y a plusieurs potentiels de dépôts qui vont au-delà des réels. Par exemple, un dépôt pour les documents accessibles. On parle aussi de préservation numérique. Là, c'est ancien, ça parle beaucoup de préservation de documentation qui serait susceptible de disparaître parce que certaines personnes ne les veulent pas en circulation. Donc, bref, il y a en ce moment beaucoup de réflexions sur différents types de dépôts. Fait que je pense que ça va prendre un temps avant qu'on mette toutes les pièces ensemble puis qu'on regarde qu'est-ce qui peut être mis ensemble ou non. Super, merci. Toute une réflexion. Si je peux rebondir là-dessus, Lauriane, moi je fais partie aussi, je suis bibliothécaire système, fait que je m'occupe notamment du dépôt institutionnel, mais au niveau e-print, là, au niveau vraiment système, et les répondants ont souvent des questions sur comment on fait avec, est-ce qu'on accepte ou pas certains types de trucs. Puis c'est vraiment un caillou dans la chaussure, ces ressources-là. Du point de vue du dépôt institutionnel, on se ferme parce que on veut pas tout mélanger, puis c'est ça, on peut pas tout supporter non plus. Fait que
le dépôt, le besoin est réel de ce point de vue-là. Ouais. Mais tu sais, c'est que le besoin dépend de l'université. Chaque université a décidé. Il y en a qui ont mis les REL dans des points institutionnels, il y en a qui les ont pas mis là. Ben, c'est ça, Il y en a qui les ont mis dans leur collection d'objets numériques. Mais oui. mais je pense que c'est un pis-aller. Oui, Pour la, probablement. pour la Mais il faudra plupart. suivre Mais les juste pour dire là développements que- de ce groupe-là. Je pense qu'on voit qu'il y a une variété de sujets qui pourront être Oui. discutés dans cette communauté. Donc, ça va être infini. Puis, je pense que chacun d'entre nous, même si on a été impliqué dans des petits, des gros projets ou même pas encore, on va pouvoir partager puis aller chercher de ce qui est communiqué. Donc, moi, j'ai bien hâte parce que même en étant responsable uniquement de l'éducation ouverte chez nous, donc j'ai seulement ce dossier-là, je suis certaine qu'on va faire ressortir des choses super riches. Donc, on espère vous voir dans cette communauté et la partager. Hein, n'hésitez pas, comme la rencontre va être enregistrée, vous pourrez la partager, fait que ça pourra donner de l'information à d'autres personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Donc, on pourra aussi partager le formulaire d'inscription par la suite. Donc, voilà. Oui, donc je vous invite vraiment à répondre au formulaire, peut-être vous joindre à la première rencontre. Le fonctionnement là, reste à définir en fonction de nos besoins et des personnes qui composeront la communauté. Fait que si vous avez envie juste d'être informé de nos projets, c'est possible. Participer à quelques projets, participer à toutes les discussions. Sentez-vous vraiment bien à l'aise. Là, vous êtes les bienvenus. On veut vraiment apprendre ensemble. Il reste 3 minutes. Est-ce qu'il y aurait encore quelques commentaires, questions, suggestions? Est-ce que vous voulez... Fait que le formulaire, Marianne, merci, tu l'as remis. Bon, bien, je suis très contente que la communauté de pratique soit lancée. Ben, s'il n'y a pas d'autres. Aimerais-tu que je fasse le mot de clôture, Mélanie? Vas-y, Marianne, vas-y. Bon, ben, il y a Andréane qui a levé la main. Il n'est pas trop tard, Andréane, Non, je t'invite à désolée, prendre je voulais parole. applaudir. C'est bon. Ben, effectivement, merci de lancer le pas. Donc, mes félicitations à vous aujourd'hui. Moi, j'avais fermé ma caméra, je me suis fait discrète pour vous laisser échanger, mais j'étais quand même dans le clavardage. C'est très excitant de voir la mobilisation d'une communauté. Ici, on parle d'une communauté d'intérêt professionnel au niveau des bibliothèques. Je pense que ça va être probablement très porteur, intéressant. Moi, ça m'a fait germer des idées aussi pour comment faire des services pédagogiques ouverts, interétablissements aussi, donc à réfléchir là-dessus. Donc, vos démarches sont certes très inspirantes. J'attire votre attention sur la programmation du mois de l'éducation ouverte. Il y a 4 événements que je me permets de mettre de l'avant qui sont peut-être intéressants pour vous au niveau de votre profession. Il y a ce vendredi, de l'île aux coudes à Hochelaga, pourquoi contribuer à Wikipédia à l'université? Vous vous intéressez beaucoup aux compétences informationnelles. Wikipédia est un outil qui peut permettre et le développement de compétences de contenu et compétences informationnelles. Donc, à vous inscrire, c'est ce vendredi à 11h. Lundi prochain, pour la dernière semaine du mois de l'éducation ouverte, il y a lundi à 10h les coulisses de Néo, découverte d'un dépôt de REL. Donc, c'est le dépôt de REL de Nantes Université. Ils utilisent DSpace. Ce qui est intéressant dans leur cas, c'est que l'ensemble de leur DSpace est dédié uniquement au REL. Donc, ce n'est pas seulement une collection comme nous à l'Université de Sherbrooke. Donc, ils ont vraiment un espace créatif intéressant pour moduler la plateforme. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les bibliothécaires. Le lendemain, Café Jazette, pourquoi ne pas partager avec professeur Colin de la Higuera de la chaire REL UNESCO. Donc, ça, c'est tout ce qui est les valeurs liées au partage à plus haut niveau. Il y en a été question aujourd'hui au niveau des fondements de votre communauté. Donc, c'est intéressant d'entendre les réflexions de Colin à ce niveau-là. Et le mot de clôture, le 26, jeudi, ouverture et dialogue entre communauté de l'éducation ouverte. Donc, c'est Perrine de Cote-Légat avec Open Education Global francophone qui, donc ici, souhaite inviter plus largement la communauté francophone à se réseauter. Je pense que les dynamiques intercommunautés sont importantes aussi parce que vous avez parlé de repérabilité, métadonnées, moissonnage, bien, tout ce qui se fait aussi dans la francophonie, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est important pour nous.
Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à aller voir la programmation et je tiens vraiment à souligner la qualité des échanges aujourd'hui. Merci. Moi, j'ai surtout interagi avec Mélanie. Donc, merci Mélanie d'avoir coordonné cet événement-là aujourd'hui. Puis, je vous souhaite une très belle continuation pour votre communauté. Bonne journée tout le monde. Merci. Merci. Bye bye. Merci, au revoir. Et bravo tout le monde. Yeah! Merci.